D'accord, très clair. Tendance numéro 2, on y vient. La montée dans la vraie vie. Tu disais, le constat, en fait, c'était que le monde digital est devenu entre guillemets, une poubelle. Trop de contenu, du contenu mauvais, passion, info, fatigue de toute cette info qui nous inonde. C'est encore le constat depuis qu'on a préparé ce podcast, toujours aussi fataliste ou tu te... Je sais pas, si tu demandes autour de toi, tout le monde se plaint de passer trop de temps dès qu'on est sur TikTok ou sur Instagram, on scrolle. Moi, j'ai désinstallé tout, donc ça, c'est fini. Mhm. J'y passais trop de temps, c'est complètement con. Et ce qu'on voit aussi, moi, c'est le signal le plus fort a été le succès euh, d'un copain qui s'appelle Max Barbier qui a lancé une appli qui s'appelle Time Left et qui galérait au début. On l'avait un peu aidé justement sur son appli de rencontre au départ. Et puis ça a basculé à un moment donné, ça marchait pas très bien son app de Mhm. rencontre. Et puis il a enlevé un seul truc. Il a dit bah c'est pas une app de rencontre, c'est pas une app de rencontre pour se trouver son amante ou un amant, mais plutôt une app de rencontre de gens seuls. Et c'est un peu ça, les gens dans les grandes villes se sentent plutôt très seuls, ont du mal à se faire des amis, passent leur, bah forcément que si tu scrolles jusqu'à 2 heures du mat, et puis le matin tu commences à bosser, et puis le soir bah, tu peux aller sortir avec tes collègues, mais tu les vois déjà toute la journée au bureau, donc peut-être pas forcément envie de les continuer le soir. Et les gens ont du mal à faire des rencontres, ont du mal à aller vers les autres. Et donc le in real life, lui il est passé, mais c'est Mhm. stratosphérique sa croissance. Il a partagé quelques courbes. C'est un signal fort. Il est dans 248, je crois, enfin partout là il lance Mhm. des time left runners. Donc les gens thrive, comme on dit en français, on cherche de la rencontre Mhm. physique, on a envie de se serrer des patounes, d'aller discuter avec des vrais gens plutôt que de scroller et puis de voir des petites vidéos. Oui, je pense que c'est une vraie tendance. À quel point, je sais, mais j'ai l'impression quand même que, en tout cas dans les grandes villes, c'est une vraie tendance. Les gens, dans le B2C et le B2B, veulent se rencontrer, se parler, voilà, et pas en visio, et pas sur un podcast. Exact. Ouais, on me demande de plus en plus d'ailleurs des podcasts en physique dans des studios. On m'a refusé certains podcasts justement via Riverside en me disant ah, c'est quand même plus sympa de vraiment se rencontrer. Je suis d'accord, mais bon techniquement c'est un peu plus compliqué, mais bon ça confirme un peu ta tendance et ta vision des choses. Time Left, effectivement, je mettrai quelques liens en description parce que super intéressant. J'ai pas mal suivi Maxime Barbier qui est à l'origine vient des médias puisqu'il a créé Minute Buzz qui Mediabuzz, était ouais, Minute Buzz, ouais. ouais qui était un Vendu à gros TF1, je succès crois. ouais revendu à TF1 au bon moment je pense. C'était un des premiers médias qui avait fait le pari en fait de pas avoir de médias. En gros, ils étaient médias mais sur les réseaux sociaux. Mm. Et ils faisaient beaucoup de vidéos à l'époque et ça cartonnait. Après, je crois qu'ils ont eu quand même des difficultés par rapport à la revente, etc. Mais ouais, un entrepreneur très inspirant. Succès de Time Left qui prouve aussi il y a beaucoup de concurrents qui se sont lancés sur la même sur la même thématique ou sur le même modèle. Preuve que ça fonctionne bien. Si tu en parles sur un podcast de médias, c'est que j'imagine, tu penses que les médias ont une carte à jouer sur l'événementiel. Alors ça existe déjà, l'événementiel, notamment dans le Oui, B2B. C'est... ouais, exactement. Mais regarde le problème, c'est que un événement aujourd'hui, enfin tout quasiment tous les événements qui existent dans les B2B, ce sont des grands salons, plus ou moins grands, 100 personnes minimum, jusqu'à plusieurs milliers dans les grands salons. Et c'est souvent des salons co-organisés, organisés avec des médias. Infopro Digital, par exemple, un bon client à nous, de grands événements. William Reed en a parlé, Amexpat aussi à ces événements. Les gros événements des médias B2B et parfois B2C aussi, ça existe. Le problème de ces gros événements, c'est que ça demande, ça crée tu peux pas en faire tous les jours. C'est-à-dire que ça c'est une fois par an, généralement, le salon du, et donc tu fais venir bah, tous ceux qui peuvent venir à ce moment-là. Ça coûte très cher à organiser puisque c'est de la logistique. Il faut que tout le monde soit rassemblé au même moment, au même lieu, avec les fabriquer des stands. Donc ça coûte cher. Ça coûte très cher pour finalement un résultat perçu de la part des annonceurs, de ceux qui ont des stands. Vous êtes là comme du bétail et puis bah, vos pauvres clients qui se font harceler par ça ressemble à un cirque.
c'est pas hyper agréable. Puis il faut faire venir des guest stars, parce que comment tu attires les gens pour payer, je sais pas moi, 500, 1000, 2000 euros, 3000 euros au Vivatech, là, par exemple, des billets très chers, pour faire venir des gens. Donc il faut venir des guest stars pour que ça fasse un peu entertainment. Ça coûte très cher également. Et donc, les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui payent les stands, ceux qui payent le sponsoring de ces événements, ils tirent un peu la gueule. Ils ne se retrouvent pas forcément. Il y a certains salons qui sont très bien. Mais enfin, quand même, dans la majorité, c'est pas un truc qui ramène du lead, c'est pas un truc qui ramène des opportunités de travail. Le héroïne n'y est pas forcément. Mais on les fait parce que si tu n'y es pas, pourquoi tu n'y es pas, voilà. À côté de ces grands événements, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a, oui, on peut créer du branded content. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité à massifier, à créer des petits événements, des meet-up qu'on avait oubliés, qui sont un peu, les meet-up étaient toujours organisés beaucoup dans les communautés open source, par exemple, qui étaient co-organisés naturellement, organiquement par les contributeurs. Je pense qu'il y a un gros potentiel là pour les médias B2B d'organiser en masse plein de petits événements, petits déjeuners, euh, 10, 20, 30, 50 personnes max, un sponsor. Mais par contre, on en fait tous les jours, par exemple. Tous les jours, il y a un petit déjeuner avec telle et telle sur telle thématique. Du coup, mobiliser 20-30 personnes de leur base, parce qu'ils ont tous des bases. Tu vois, tu prends, je sais pas, Itifacto par exemple, ils ont des dizaines et dizaines de milliers de contacts, des centaines de milliers de contacts. Bah, tu vas mobiliser 30-40 personnes sur un petit déjeuner, sur une thématique beaucoup plus précise, beaucoup moins générique, pas l'IA, mais non, l'IA générative utilisée pour générer des photos de petits chatons. Bah, c'est très précis. Donc, tous ceux qui sont intéressés par les photos de petits chatons viendront. C'est dans le marketing, plus tu es narrow, plus c'est facile à parler au public. Donc je pense que ça va être plus facile à mobiliser. Et surtout pour l'annonceur, il est tout seul. Donc il a son public de décideurs, de gens qu'il a sélectionnés pour venir, et puis il parle. Donc ça déporte en fait deux choses. Souvent les éditeurs le font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs le font eux-mêmes, ces petits déjeuners découverts, etc. Les déjeuners, les dîners aussi, pourquoi pas. Tu peux faire des déjeuners et des dîners. Mais on délègue l'organisation, la logistique et surtout le contact des prospects aux médias. Moi, je suis annonceur, je dis, je mets 5, 6, 7, 10 000 euros sur la table, faites-moi venir 20, 30 prospects, pendant 3 heures, je vais leur parler. C'est pas mal. Ils seront là, ils sont en train de manger les croissants, ils sont en train de manger leur côte de bœuf, et on discute. On discute. À côté, c'est pas une salle anonyme, c'est des gens avec qui je découvre leur histoire, leur vie, leurs anecdotes. Je peux remplir mon CRM avec tout ça, je peux continuer les discussions plus tard. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant. On a fait ça plusieurs fois nous-mêmes. Si je peux déléguer cette organisation-là et surtout le stress de j'ai réservé une salle, mais personne ne viendra, donc il faut que j'envoie des mails à droite à gauche à quelqu'un et à un média, je serais ravi. Donc c'est le sponsor qui présenterait quelque chose à toutes ces personnes, à tous ces participants. Oui, on peut faire un Et puis témoignage ensuite, client, une démo, enfin un truc classique, c'est-à-dire tu dis salut, une keynote, donc tu as une espèce de guest star qui vient, un mec senior qui connaît l'industrie, donc ça attire un peu les gens. Tu as l'info commerciale, voilà, regardez notre beau produit, et tu as une démo, un truc un peu interactif, ludique, et puis après, tu te répartis, et puis tu as tes SDR, tu as tes commerciaux qui sont dans la salle en train de discuter, boire des coups avec les gens. et tu en as déjà parlé de ça avec les médias, ou est-ce que tu sais si les Oui, médias... il y en a. Alors, je peux pas en parler parce que c'est des choses dans les cartons, mais oui, oui, il y a des choses, des trucs VIP qui se préparent pas mal. D'accord. Exactement sur le même modèle, mais même si c'est pas moi qui ai apporté l'idée, c'est en discutant de mon idée, parce que j'en parle à plusieurs médias évidemment, on me dit, justement, on est en train d'organiser ça. Donc il y a des dîners VIP qui sont lancés par un acteur, un gros acteur B2B. Ouais. Et ça serait en complément des gros salons, ou ils sentent que le modèle gros salon, comme toi tu l'expliques, c'est un peu... ça s'essouffle, ou... Je sais pas si ça s'essouffle vraiment, j'ai pas des chiffres. Je pense que ce sera forcément complément. Il y a, le salon a du sens aussi, surtout sur des business internationaux. Les petits déjeuners, ça marche, mais c'est hyper local. Si vous voulez, à un moment donné, le salon de l'aéronautique, j'en sais rien, où tu as les gens partout dans le monde qui se réunissent au même moment, au endroit, c'est important aussi. Ça, on peut pas les couper. Hein. C'est assez pertinent pour des médias B2B. En B2C, est-ce que tu verras un modèle similaire, ou un modèle peut-être d'autres idées pour reconnecter peut-être les audiences en B2C? Tu parlais de Libération, de Le Monde. Je sais qu'ils organisent déjà des choses aussi, mais... L'événement, peut-être. J'ai pas forcément
d'idées très claires sur le sujet. J'ai pas creusé, j'ai pas réfléchi trop. Je pense que la tendance qu'on voit là, The Audienceur, j'étais à Londres là en juin là, il y a un mois, et ce qu'on voit globalement, tout le travail est fait aujourd'hui pour récupérer un accès direct aux audiences. C'est la course pour l'instant dans les médias B2C, c'est dire les plateformes vont nous couper, Google nous coupe, les social media nous ont coupé. Avec qui on parle, quoi. Qui sont nos lecteurs, qui sont notre audience, et c'est la newsletter pour l'instant qui est le canal qui semble le plus utilisé, le plus investi pour savoir qui on a affaire. Les événements peut-être, mais pour le moment, ouais, pour le moment, c'est beaucoup la newsletter, le canal audio aussi. En gros, c'est ramener les gens sur des plateformes dans lesquelles ils existent tous. Mais ils utilisent ces plateformes plutôt pour ramener le chaland sur leur centre névralgique, leur site, leur application mobile ou leur newsletter, pour là lui dire bon, ça y est, maintenant on est connecté, on peut discuter. Un jour peut-être tu deviendras abonné.